Bonjour classe. Nous allons parler cet après-midi des diastases et des vitamines. Nous allons nous baser sur la définition des diastases. Nous allons parler des caractères des diastases. Nous allons parler des actions des diastases dans le processus de la digestion. Nous allons essayer de définir les vitamines. On va parler un petit peu de la découverte des vitamines, des caractères des vitamines. Et ensuite, pour terminer avec les vitamines de synthèse. On ne peut parler de vitamines sans ne pas mentionner les diastases. Pourquoi? Parce que les diastases, ce sont eux qui sont responsables de modifier les substances une fois introduites à l'intérieur du tube digestif. C'est-à-dire, pour que la digestion soit possible, la présence des diastases est primordiale. Comment définit-on les diastases? Les diastases, encore appelées enzymes ou ferments, ce sont des substances qui agissent sur d'autres substances afin de faciliter la digestion. D'ailleurs, une fois que la nourriture se trouve au niveau de la bouche, il y a deux phénomènes qui se réalisent. Il y a un phénomène mécanique et il y a un phénomène chimique. Le phénomène mécanique, grâce aux dents, à la langue, etc. Et le phénomène chimique qui se réalise grâce à la sécrétion des diastases. Au niveau de la bouche, le phénomène mécanique qui se fait via les dents et le phénomène chimique qui se fait par la salive. C'est-à-dire la diastase appelée amylase salivaire ou saline, que la salive sécrète afin que le contenu buccal soit mélangé pour qu'il porte le nom de bol alimentaire et pour qu'il puisse passer de la bouche vers l'estomac. C'est-à-dire la nourriture dans l'assiette ne peut pas arriver directement au niveau de l'estomac sans subir une transformation. C'est impossible. Il doit subir une transformation dès la bouche. Et cette transformation-là est possible grâce à une diastase appelée amylase salivaire ou saline. Et ensuite, la nourriture passe au niveau du tube digestif pour arriver au niveau de l'estomac. Donc, arrivé au niveau de l'estomac, il y a une autre diastase qui va agir en conséquence, qu'on appelle la trypsine, qui va agir en conséquence. Donc, le bol alimentaire qui se trouve au niveau de l'estomac après transformation va prendre le nom de chyme stomacale. Donc, après transformation chimique. Et cette transformation chimique sont possibles grâce aux diastases. Parce qu'on mange, c'est pour acquérir de l'énergie. Et l'énergie doit d'abord subir un ensemble, ou bien la nourriture doit d'abord subir un ensemble de transformations au niveau du tube digestif avant de passer dans le courant sanguin. Et ces transformations-là sont possibles grâce aux diastases. D'accord? Ok. Au niveau de l'estomac, on parle de chyme stomacale, après la sécrétion de la diastase appelée pepsine. Et le chyme stomacale laisse l'estomac pour ensuite aborder la première portion du duodénum. La première portion de l'intestin grêle, excusez-moi, qu'on appelle le duodénum. Donc, une fois arrivé au niveau du duodénum, l'intestin grêle aura à son tour de sécréter des diastases pour transformer le chyme stomacal, c'est-à-dire le contenu qui était d'abord au niveau de l'estomac. C'est au niveau de l'intestin grêle que la digestion va se terminer pour l'énergie ensuite, c'est-à-dire les lipides, les glucides, ou glucose ou hydrate de carbone et les protéines puissent passer dans le courant sanguin pour que les cellules puissent acquérir. Donc c'est ça, on peut dire, ce qui a fait de l'introduction et de la définition des diastases. Caractère des diastases. Les diastases sont très spécifiques. C'est-à-dire les diastases qui sont responsables pour transformer les lipides en substances assimilables par l'organisme ne sont pas
les diastases qui agissent sur les glucides et sur les protéines. C'est la raison pour laquelle on vous dit que les diastases sont très spécifiques. Donc, il y a les diastases pour les lipides, il y a les diastases pour les protéines. On dit lipides ou graisses, on le savez. Deuxième caractère des diastases, les diastases ne modifient pas les substances produites par les réactions. Les diastases sont là pour modifier les substances, mais sans changer leur contenu chimique, sans modifier l'énergie qu'aura à accueillir l'organisme. 3. Les diastases sont parfois sécrétées par des organismes microscopiques tels les champignons et les bactéries. Par exemple, on a la levure de bière et pour la fermentation. Donc la fermentation est possible, c'est grâce aux diastases. Grâce à certaines bactéries qu'on arrive à faire la fermentation, par exemple des produits comme le rhum barboncourt, etc. Vous voyez l'importance que jouent les diastases. Donc c'était le point 3 qui appelle au caractère des diastases. Maintenant nous allons aborder l'action des diastases dans le processus de la digestion. Et nous avons dit que le contenu buccal va être modifié par la sécrétion de l'amylase salivaire ou chaline. Ensuite, laisser la bouche pour passer le tube œsophagien pour arriver au niveau de l'estomac. Une fois arrivé au niveau de l'estomac va sécréter une autre diastase qui va se mélanger avec le contenu buccal, qu'on appelle bol alimentaire, et après transformation, ça va donner le nom de chyme stomacale. Une fois que la transformation fut terminée, le contenu stomacal va laisser le stomac pour suivre son trajet pour arriver au niveau de l'intestin grêle, précisément au niveau de la première portion de l'intestin grêle qui est le duodénum. Et à noter que le duodénum lui-même a un rapport typique avec le pancréas. Vous savez que l'estomac est très acide. Et l'acidité de l'estomac n'est pas appropriée, n'est pas favorable à l'intestin grêle. De ce fait, une fois que le contenu stomacal laisse l'estomac pour arriver au niveau de la première portion du duodénum, et cette acidité-là n'est pas favorable pour l'intestin grêle, pour la première portion de l'intestin grêle qui est le duodénum, le pancréas qui a un rapport typique avec la première portion de l'intestin grêle qui est le duodénum va sécréter des substances pour pouvoir abaisser le taux d'acidité, afin que ce contenu-là soit favorable à l'intestin grêle. Ou encore la première portion de l'intestin grêle qui est le duodénum. Donc c'est au niveau, une fois passé au niveau du duodénum, le contenu va arriver au niveau du jéjunum et c'est là que la digestion va se terminer. Précisément, la digestion va se terminer au niveau de l'intestin grêle. Et les déchets vont être éliminés sous forme de sueur, sous forme d'urine et va aborder le côlon ascendant, passer au côlon transverse, côlon descendant pour arriver à l'anus, pour arriver au niveau du rectum, puis au niveau du poche rectal et ensuite expulsé via l'anus. Donc c'est ça, et en gros, un résumé ce qu'il a fait à l'action des diastases dans le processus de la digestion. Point C. En ce qui a trait à la définition des vitamines. Les vitamines, c'est quoi? Les vitamines, ce sont des substances que l'organisme a besoin pour non seulement son énergie, mais pas seulement pas pour son énergie, précisément, pour sa reproduction, pour sa croissance. Donc, les vitamines jouent un rôle dans ce qui a trait à la croissance et à la reproduction. Donc les vitamines, ce sont des substances qui permettent à l'organisme de s'accroître convenablement et de se reproduire convenablement. D'après les vitamines, nous n'allons pas trop parler
nous n'allons pas donner tout le détail jusqu'à la découverte des vitamines. Nous allons dire tout simplement que les vitamines ont été découvertes par un médecin hollandais qu'on appelle Eichmann. Un médecin hollandais qu'on appelle Eichmann. En ce qui a des caractères généraux des vitamines, les vitamines ne sont pas en général fabriquées par les animaux. C'est-à-dire les vitamines se prennent dans les végétaux. À part la vitamine D, via les rayons ultraviolets du soleil, tous les autres vitamines ne peuvent pas être pris par les animaux. Donc on doit obligatoirement consommer des végétaux pour les fruits et légumes pour en acquérir. À part la vitamine D. Deuxième point, certaines vitamines peuvent être mises en réserve. Certaines vitamines peuvent être mises en réserve. Pour parler de ce point-là, on va essayer de diviser les vitamines en deux. On a les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans l'eau. Et on a les vitamines liposolubles, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans les lipides. Les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans l'eau, on a les vitamines B, c'est-à-dire B1, B2, B6, B12, et la vitamine C. Ce sont les vitamines hydrosolubles. Et les vitamines liposolubles, ce sont les vitamines moyennémotechniques AD. AD. Donc, ce sont les vitamines A, D, E, K. Ce sont les vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans les lipides. Et les vitamines peuvent être mises en réserve, certaines vitamines peuvent être mises en réserve. Les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines du groupe B et la vitamine C, ne peuvent pas être mises en réserve. C'est-à-dire quotidiennement, on doit user ces vitamines-là. Donc, parce que ces vitamines-là ne peuvent pas être mises en réserve. Par contre, les vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines A, D, E, K, peuvent être mises en réserve. Une fois que l'organisme en a qu'est-ce qu'il a besoin, le foie, on stocke soit de la vitamine A, soit de la vitamine D, soit de la vitamine E, soit de la vitamine K. Par contre, la vitamine B, C, est, une fois que l'organisme a ce qu'il a besoin, le reste est éliminé par l'urine. D'où le besoin de consommer quotidiennement de la vitamine B, et de la vitamine C. Parce qu'ils ne peuvent pas être stockés par l'organisme, ils sont éliminés par l'urine. Par contre, les vitamines liposolubles peuvent être stockées par le foie. Pour les vitamines sont fragiles, c'est-à-dire les vitamines ne peuvent pas s'exposer au soleil, d'où on conseille d'acheter des vitamines, précisément les vitamines de synthèse et dans les pharmacies, parce que les vitamines doivent être conservées dans des endroits frais. Les vitamines sont extrêmement fragiles, car l'alimentation à défaut de vitamines peut fournir à l'organisme des composés chimiques. C'est-à-dire, l'alimentation à défaut de vitamines, c'est-à-dire l'alimentation qui en manque de vitamines, malheureusement et heureusement, notre organisme a le pouvoir de transformer, de convertir ces aliments-là par défaut de vitamines en composés chimiques. Et ces composés chimiques-là, c'est comme si c'est une seule ingérie. C'est-à-dire le corps a la capacité de transformer les aliments par défaut de vitamines plus une mort qui nous donne des composés chimiques, et qui va nous donner, en fin de compte, des vitamines pour l'organisme. Cinquième point, un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs, ce qu'on appelle hypervitaminisme. Je vous enverrai en détail et les explications qui concernent l'excès de vitamines, les effets négatifs que ça peut avoir et les effets positifs que ça peut avoir. Huitième point, vitamines de synthèse. Les vitamines de synthèse, ce sont des vitamines fabriquées au laboratoire. Donc, ce sont des vitamines qui existent sous forme de comprimés, de gélules. Donc, c'est ce qu'on appelle les vitamines
de synthèse. Mais jamais les vitamines de synthèse ne remplacent les vitamines, les vitamines naturelles, jamais les vitamines de synthèse ne les remplacent. Tout, il est important de consommer des fruits et légumes afin d'acquérir des vitamines, qu'ils soient hyposolubles, qu'ils soient liposolubles. Parce que les vitamines sont importantes pour la croissance et pour la reproduction. C'est tout pour aujourd'hui.